Et donne du gaz, ça te pour casse les cuits. Un tamponnage, il fait noir dans le mois d'avril. Un tamponnage, il fait noir dans le mois d'avril. Mon dallon, la descente de la vie. La colle sommeil, le pays des loin même. Si on se soucie aujourd'hui de faire l'histoire des savanes, c'est parce que la savane disparaît. Mon dallon, la descente de la vie. Mon dallon, la descente de la vie. Parler de savane à La Réunion, c'est parler d'un espace ou d'un paysage dont le nom même suppose de nombreuses définitions. En effet, le mot savane ne s'impose pas forcément pour désigner ces étendues fragmentées d'herbes sèches, plus ou moins piquetées d'arbustes, qui occupent aujourd'hui, sur le bas versant sous le vent, les espaces laissés libres par les lotissements et les cultures. Certains parlent pour les désigner de friches, de bois, de forêts, ou d'autres encore de piquants. Ce mot, très local, désigne à la fois ce milieu aride et à la fois les graminées caractéristiques qui les composent, piquant blanc, piquant rouge, piquant jaune. La diversité de ces appellations ne recoupe pas seulement la diversité, bien réelle, des paysages concernés. Elle est aussi diversité de points de vue, de perception et de regard. La savane n'est qu'une friche pour ceux qui ne voient en elle qu'un espace en attente de valorisation, une réserve foncière ou un territoire inexploité. Elle est bois pour les cueilleurs de fruits et de feuillages. Elle est piquant pour les éleveurs de cabris ou de bœuf moka et pour tous ceux qui la voient, encore et avant tout, comme un pâturage. Quand le mot savane est employé, c'est parfois avec une connotation négative, comme sur ce panneau placé sur la route qui traverse les nouveaux paysages d'agriculture irriguée en aval de la Saline et de l'Ermitage. Mais le terme est souvent positivement connoté quand il est employé par ces promeneurs, joggeurs, vététistes, pour qui la savane est ce terrain de jeu, ce coin de nature à portée de regard, ce jardin d'herbes sèches au voisinage de la ZAC, du lotissement, de l'aire d'autoroute. La difficulté pour ce paysage de trouver son nom semble être un phénomène récent, un phénomène constituant un indicateur de changement, ou un symptôme, peut-être, de perte d'identité. On assiste en tout cas à une dissolution progressive des caractères hérités d'un paysage autrefois bien reconnaissable, corrélé à une diversification des usages et des regards qu'on lui porte. L'histoire, dans la savane, commence donc avec les mots qui renvoient à un paysage mouvant, à des repères perdus, à quelque chose qui s'efface, et à quelque chose qui naît, ou plutôt, qui renaît. Les savanes de la côte ouest de la Réunion constituent des paysages d'une grande singularité. Alors que l'est de l'île se caractérise par son aspect luxuriant et vert, nébuleux et humide, les savanes constituent un milieu géographique lumineux et sec, marqué par une très faible pluviométrie. Ces conditions climatiques semi-arides façonnent ce milieu facilement reconnaissable grâce à ces grandes étendues d'herbes brûlées par le soleil et piquetées d'arbustes rabougris par la sécheresse, terrain de parcours pour les bœufs moka et les cabris. Cette impression d'aridité est particulièrement forte d'avril à septembre lors de la saison sèche. Les savanes prennent alors une teinte jaune, associée à des plages de blanc-gris et de roux. À la fin de la saison sèche, le feu s'invite régulièrement dans les paysages. Les basses pentes sont alors dominées par de grandes étendues de terre noircie. L'impression d'aridité et de grande pauvreté culmine autour du mois d'octobre, à la veille des premières pluies. Lorsque celles-ci arrivent, l'aspect des savanes change considérablement. Le reverdissement des savanes est alors spectaculaire et marque l'arrivée de la saison humide. Singulières, les savanes s'inscrivent pourtant au sein d'une construction paysagère étagée qui, de bas en haut, s'organise. Tout d'abord, autour d'une frange littorale, aujourd'hui en cours de développement, mais autrefois peu urbanisée.
Viennent ensuite les espaces de savane qui se déploient depuis le littoral jusqu'à une altitude variant entre 350 et 400 mètres. Cet étage correspond à une zone où s'est historiquement fixé le développement de l'habitat et de l'urbanisation. Au-delà, les champs de canne à sucre ou les cultures fruitières se substituent à la savane. Jusqu'aux alentours de 900 mètres se dessine alors l'étage de la plantation. Puis vient l'étage forestier et celui de la lande d'altitude. Les savanes sont donc indissociables d'un complexe paysager qui réunit l'ensemble des étages du versant ouest de l'île. Cela est d'autant plus vrai que les différents paysages de ce versant se caractérisent par une covisibilité qui détermine largement la valeur paysagère de cet ensemble géographique. Un observateur peut ainsi percevoir l'aridité des basses pentes alors qu'il se trouve plongé dans l'atmosphère nébuleuse et humide des pâturages d'altitude. Le paysage des savanes traduit des conditions physiques et climatiques propres à l'étage inférieur du versant sous le vent. Mais il est aussi lié à une utilisation humaine de l'espace et en premier lieu de l'élevage de bœufs moka et de cabris. Ce paysage est donc fondamentalement un paysage pastoral qui, pour exister et demeurer ouvert, suppose à la fois la présence de bétail et la pratique du feu pastoral. Sans ces deux éléments combinés, le destin des savanes réunionnaises est de se transformer, selon l'altitude et les conditions locales du milieu, en boisement de feuillus ou en forêt de buissons épineux. Cette question de l'élevage, et plus particulièrement du feu pastoral, apparaît comme la pierre de touche de toute politique de conservation des savanes, dans la mesure où cette pratique, même si les éleveurs y ont de fait recours, est aujourd'hui interdite à La Réunion et que l'idée d'une nécessité des feux contrôlés ne semble pas encore prête à être acceptée. Les savanes pastorales ont longtemps occupé l'essentiel du bas versant sous le vent de l'île, entre le rivage et 400 mètres d'altitude. Voici la description que donne des paysages qu'elles forment Augustin Billard, haut fonctionnaire qui séjourna à La Réunion entre 1817 et 1820, au moment du premier essor de la plantation sucrière. Dans presque toute la longueur de la côte occidentale de l'île, les savanes forment, entre les cultures et le rivage, une lisière aride qui a un demi-lieues à 5/4 de lieue de largeur. Il n'y croit qu'une herbe dure et piquante. Dans quelques endroits pousse un chien-dent coriace dont les bestiaux sont forcés de se contenter. On ne découvre presque aucun objet dont l'œil puisse se récréer. Quelques benjoins dépouillés de leur écorce végètent isolément dans la savane. Sur la saillie d'un rocher, on aperçoit parfois un latanier sans feuillage, semblable à une colonne dont le chapiteau est renversé, ou, au bord de la mer, le misérable bouquin d'un pêcheur. Lorsque les herbes sont desséchées, les esclaves prennent plaisir à y mettre feu. Pendant la nuit, s'il fait de la brise, on voit les flammes courir sur la savane avec la rapidité d'un torrent. L'aspect de la montagne noircie n'en devient que plus attristant. Augustin Billard, lettre écrite des îles de France et de Bourbon pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820. Un siècle et demi plus tard, le géographe Jean de Fos-Dureau donne en 1960 de ce paysage et de ce territoire des savanes une description semblable qui montre que ni son aspect général ni sa perception par les observateurs savants n'ont beaucoup changé. À partir de la ravine Saint-Gilles et jusqu'à la pointe des Avirons, tous les espaces qui n'ont pas été reboisés en filao sont occupés par la steppe agraminée et à l'ouest sur des pentes assez rapides qui descendent vers les falaises de la côte. Ces solitudes ne sont peuplées que de quelques hameaux, de cases de calumets habités par des familles noires, cafres et malbars et misérables. Ces cases n'ont même pas le bouquet traditionnel d'arbres fruitiers. Une clôture de clayonnage ceinture leur emplacement minuscule. Des cabris errent alentour. Jean de Fos-Dureau, L'île de la Réunion, études de géographie humaine, 1960. Mais ces savanes, qui formaient, encore dans les années 1960, au temps de Fos-Dureau, un paysage homogène sur l'essentiel de la côte ouest, apparaissent aujourd'hui comme un paysage relique, provisoire et émietté, rapidement effacé par plusieurs facteurs. On pense en premier lieu à l'urbanisation du littoral et le développement de l'agriculture irriguée, rendu possible par le basculement des eaux du versant oriental vers le versant occidental de l'île. On pense par ailleurs à la construction de la route des Tamarins.
cette infrastructure a encore accentué la fragmentation de cet espace et favorisé la déprise pastorale et l'enfrichement. Globalement, la spécificité des espaces et des paysages de savane apparaît peu prise en compte dans les politiques de planification urbaine et d'aménagement. Quand elle n'est pas submergée par le bâti, la savane est réduite, comme dans le Sar de Lille, à une coupure d'urbanisation, espace abstrait, sans qualité, qui ne porte aucun devenir ou projet. La politique visant à étendre les terres agricoles irriguées sur la zone littorale constitue également une forme de négation de ces espaces. Celle-ci est en effet volontiers présentée par ses promoteurs sous l'angle d'une reconquête de la savane, celle-ci étant alors traitée comme une friche à éradiquer. Pourtant, une nouvelle représentation de cet espace a commencé depuis peu de temps à apparaître. Les savanes, de plus en plus, deviennent des espaces ludiques et des paysages à contempler, dans certains cas de véritables parcs périurbains d'herbes sèches. Des discours désormais en disent l'identité, la valeur et l'attrait. Cela va de pair avec l'émergence d'un souci de préservation qui donne sens aux politiques fondées sur une approche patrimoniale de ces espaces. Tout cela au moment même où le paysage des savanes se transforme de façon spectaculaire et en plusieurs endroits s'efface. C'est dans ce contexte où émerge une nécessité de préserver et où l'évidence de la transformation et de la disparition s'impose, qu'une histoire du paysage des savanes prend tout son sens. Ce souci aujourd'hui de faire l'histoire des savanes, c'est parce que la savane disparaît. Parce que c'est un paysage qui s'efface. Et c'est aussi parce que la savane intéresse, parce qu'elle est devenue, parce qu'elle a aujourd'hui un véritable attrait qu'elle n'avait pas auparavant. Et donc on est dans ce paradoxe finalement assez classique d'un espace ou d'un paysage qui commence à exercer un attrait irrésistible au moment précisément où il s'efface. En tout cas, au moment où il se transforme de façon considérable, au moment où il connaît des mutations très importantes. Et dans certains cas, dans certains lieux, dans certaines parties du versant sous le vent, c'est bien un moment où le paysage de savane disparaît complètement. Quand on fait l'histoire, et quand on prend la peine, non seulement d'étudier ce qui se passe aujourd'hui, les dynamiques récentes, ou ce qui se passe à très court terme, on va dire dans le dernier demi-siècle, mais qu'on regarde encore au-delà, à l'échelle de d'une histoire de longue durée de l'île, alors à ce moment-là, l'histoire permet vraiment de faire de la savane le témoin d'une relation qui s'est construite dans la durée entre la population réunionnaise et les milieux qu'elle a utilisés, les ressources qu'elle a exploitées, le territoire qu'elle a exploité. Autrement dit, permet vraiment de construire, de donner à la population réunionnaise le moyen de se construire une réflexivité, comme on dit, sur son rapport avec l'environnement. Et alors, bon, évidemment, la réponse la plus immédiate, c'est de dire faire l'histoire va permettre de comprendre ce qui est en train de se produire, le processus de transformation lui-même. Et si la collectivité publique veut vraiment prendre en charge une conservation des savanes, il faut qu'elle sache comment diriger les dynamiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui transforment les paysages de la savane, ou qui les font même s'effacer complètement. Donc, quels sont les phénomènes impliqués dans cette transformation, dans cette mutation? C'est tout sauf évident. On pense à non pas à la disparition, mais en tout cas à la crise, on pourrait dire, de l'élevage, sans doute, des savanes. On pense à beaucoup de choses, on pense au rôle de la route, on pense à plein de choses, à l'urbanisation elle-même, bien sûr, mais finalement, comment tout ça conditionne vraiment la modification de l'aspect du paysage, en particulier comment ça conditionne des dynamiques végétales. Il faut l'étudier avec quelques précisions si on veut pouvoir intervenir en fonction d'un projet que l'on a, un projet de conservation en particulier, de conservation-gestion. Il faut pouvoir comprendre ces processus d'évolution
les repérer et les comprendre. Là, on est à la bonne altitude. Moi, ce que je constate par contre, je suis pas là depuis très longtemps, hein, je suis là depuis 11 ans, mais je remarque quand même que la savane est en train de s'arborer. En quelques années, ça se perçoit. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'avoir attendu très longtemps pour se rendre compte. On voit une évolution de la strate arbustive se conduire petit à petit en strate arborée. Allons la descente de la vie. 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 Dans cette perspective, une équipe de recherche des universités de La Réunion, de Bordeaux et de Toulouse travaille actuellement afin de mieux saisir l'évolution de l'environnement et des paysages. Pour ce faire, les chercheurs combinent des méthodes issues de la géographie, de l'histoire et de l'archéologie. L'intérêt de mener une recherche paléoécologique sur l'île de La Réunion est évident. C'est un domaine pour lequel nous n'avons quasiment aucune information sur l'histoire de la végétation, du climat, et les seules références qu'on peut avoir régionalement sur l'ensemble de la sphère des Mascareignes, c'est quelques études qui ont été réalisées à Madagascar d'un côté, mais on est vraiment éloigné, et surtout à l'île Maurice, avec des travaux récents réalisés par des équipes de l'Université d'Amsterdam. La Réunion reste donc complètement dépourvue d'informations à caractère paléoécologique, alors qu'elle offre un potentiel extrêmement important, notamment avec de nombreux marais, mais aussi avec des sites tourbeux d'altitude, qui offrent un potentiel, on va dire, extrêmement riche pour des reconstitutions sur l'histoire de l'environnement et l'histoire de l'anthropisation. Les recherches qui ont démarré depuis maintenant quelques mois, notamment avec le sondage de l'étang de Saint-Paul, vont nous permettre tout d'abord de fixer un cadre sur l'histoire du climat et de la végétation de cette île qui reste, pour les périodes les plus anciennes, antérieures à la colonisation, encore méconnue. Quelles étaient les forêts en présence au bord de ce marais, quelle était la végétation riveraine, quelle était la végétation littorale. Même si on a quelques idées, on a un très très fort taux d'endémisme, mais on n'a pas trop d'idées encore de comment cette forêt était constituée, quels ont été les facteurs naturels qui ont pu jouer sur sa dynamique, et surtout, je dirais, c'est le plus important, l'influence de la colonisation humaine sur ces écosystèmes forestiers, sur ces écosystèmes végétaux en général. Donc l'idée, c'est de mener des recherches paléoécologiques en utilisant des archives naturelles, et notamment en utilisant une discipline qui est la palynologie, qui consiste à l'étude des pollens fossiles, mais aussi d'autres micro-restes, j'y reviendrai, qui sont contenus dans des dépôts sédimentaires, que ce soit des dépôts lacustres ou des dépôts tourbeux. Et c'est plus compacté et on n'a pas la zone de forêt. Alors, qu'est-ce que c'est que la palynologie? La palynologie, ça consiste en l'étude des grains de pollen fossiles qui se sont sédimentés et qui sont conservés dans des archives naturelles, telles que des sédiments de lacs ou des sédiments tourbeux. Les pollens et les spores sont émis dans l'atmosphère annuellement, se redéposent dans des milieux sédimentaires ou dans des milieux sur lesquels ils vont être conservés du fait du caractère anaérobie du sédiment, de l'absence d'oxydation. Là, les pollens sont conservés, et en particulier lorsqu'on est dans des milieux extrêmement humides, comme c'est le cas dans certaines tourbières. Donc il faut imaginer que tous les ans, vous avez une stratification des pluies polliniques annuelles qui vont se déposer et qui vont être conservées, et ça pendant des milliers d'années. Donc l'objet de on va dire l'objet de recherche de cette discipline consiste à aller prélever ces archives sédimentaires en conservant leur intégrité stratigraphique, c'est-à-dire en conservant leurs accumulations sédimentaires dans le meilleur état, sont prélevées dans des carottes, et ensuite on va étudier, analyser tout le contenu sporopollinique
tout au long de cette carotte. Et l'analyse des pollens va nous donner un reflet de la végétation existante et de son évolution au cours du temps. Parce que là, on a le lagunaire. Là, on a une forêt marécageuse et là, on passe sur les Picaciperaceae. Nous avons prélevé une carotte sur l'étang de Saint-Paul, carotte qui fait 3 mètres de profondeur, sur laquelle on a pu procéder à des datations radiocarbone qui ont donné un âge pour la partie la plus profonde supérieur à 2500 ans le présent, et qui montre surtout, à partir de la succession d'âges que nous avons fait, un taux de sédimentation extrêmement régulier. Et ce qui est très intéressant, et ce site offre la potentialité d'étudier vraiment en détail, à très haute résolution chronologique, l'histoire de la végétation sur ce site-là. Mais plus encore, c'est l'histoire de l'anthropisation qui va être intéressante à étudier, parce que là, on va pouvoir aborder dans les 40-45 derniers centimètres, situés au sommet de la carotte, véritablement l'impact de l'anthropisation sur ces écosystèmes, et on va pouvoir suivre notamment l'apparition d'espèces nouvelles introduites par les vagues de colonisation successives, par les apports des différentes cultures qui sont venues rejoindre l'île et apporter, on va dire, leur végétation avec eux, ou les plantes cultivées qu'ils avaient dans leur fond, dans leur package local et d'origine. Un autre objet de cette recherche qui sera menée sur Saint-Paul consistera à étudier ce qu'on appelle le signal incendie. C'est-à-dire que l'on va procéder à une reconstitution à partir de l'analyse centimétrique des restes de particules carbonisées qui sont contenues dans le sédiment. On va essayer de reconstituer les régimes de feu, les régimes d'incendie, pour voir s'ils sont déterminés par des paramètres climatiques, déjà pour savoir s'il y a eu des feux naturels à la Réunion, d'envisager une reconstitution de leur intensité, de leur fréquence, mais aussi de voir en quoi l'anthropisation de l'île a changé quelque chose dans ce régime de feu, et surtout de voir si à partir du moment où si l'anthropisation apparaît, il y a un régime de feu différent qui apparaît, qui serait lié à des modes de gestion de l'espace par le feu, notamment sur le feu des savanes, qui même qu'en étant éloignés du site de Saint-Paul et du marais de Saint-Paul, ont été certainement, très certainement enregistrés dans les sédiments de l'étang de Saint-Paul. Donc ça constitue un deuxième volet assez important de l'étude qui sera en cours. Pendant très longtemps, les pratiques de brûlage ont été considérées comme un archaïsme, des techniques destructrices de l'environnement, et qu'il fallait d'une façon ou d'une autre proscrire. Tout cela a engendré un climat de prohibition qui fait que les éleveurs, les gens qui avaient besoin d'utiliser le feu l'ont intégré comme quelque chose, comme un interdit, et ça a débouché sur un cercle vicieux de pratiques clandestines, mal préparées, non contrôlées, provoquant des accidents et engendrant de nouvelles prohibitions. Or, ça, c'est une situation qui a été on va dire, renversée à partir des années 1980, où l'on a reconsidéré la place du feu dans le système de gestion des espaces pastoraux. Et d'une part, au niveau des effets du feu, la recherche en métropole a montré que les milieux qui étaient brûlés étaient d'une certaine façon en équilibre avec des pratiques très anciennes. Et d'autre part, il était indispensable au niveau de la gestion de la ressource pastorale de renouveler périodiquement des pâturages composés surtout de landes buissonnantes ou de pelouses produisant beaucoup de biomasse sèche, donc perdant progressivement de leur richesse pastorale. À partir de cette même période des années 1980, se sont mises en place des opérations de concertation pour remettre le feu dans un itinéraire technique maîtrisé à l'échelle des pâturages, en tenant compte des risques, des enjeux divers qui peuvent se trouver dans cet espace, des problèmes de gestion nouveaux qui peuvent apparaître, liés à l'embroussaillement, à l'enfrichement par exemple, qui accroissent les risques de gestion.
Le problème à La Réunion, en dépit des différences au niveau climatique ou de la végétation, n'est pas très différent. Il obéit à la même logique de gestion d'espaces pastoraux qui sont des savanes, savanes produisant beaucoup de biomasse, pouvant s'enfricher avec des buissons et perdant donc assez rapidement leur intérêt pastoral si elles ne sont pas brûlées. Et comme en métropole, les milieux qui sont brûlés sont en général peu ou pas mécanisables. Et dans le meilleur des cas, de toute façon, la mécanisation coûte cher et n'est pas économiquement rentable par rapport au feu. Alors cette situation fait qu'on a à peu près au niveau technique les mêmes problèmes et les mêmes solutions pour la gestion de feu. Alors, il s'agit d'une part de préparer, de programmer les mises à feu en tenant compte du terrain, des conditions météorologiques, des problèmes de milieu, de combustibilité, de biomasse, etc. Et il s'agit d'évaluer les risques de débordement, les moyens à mettre en œuvre, etc. Et au niveau de la réalisation du chantier lui-même, c'est pareil, il s'agit de mettre en œuvre des techniques qui sont connues, il s'agit de préparer à l'avance des coupe-feux, d'évaluer les meilleurs moments, les meilleures conditions météorologiques pour le faire, et de pratiquer sur le moment, au moment des mises à feu, en s'adaptant du mieux possible aux conditions météorologiques locales, aux propriétés du terrain qui permettent de mieux conduire le brûlage, et donc en s'appuyant sur les savoirs locaux également par rapport à cette utilisation des conditions locales, on va dire, détaillées. L'anthracologie est la science qui étudie les charbons de bois conservés dans les sols ou dans les sédiments. On en trouve aussi dans les sédiments des sites archéologiques. Ces charbons de bois représentent les vestiges d'une végétation arborée passée. Ils donnent aussi des renseignements sur les activités humaines. Dans le cadre des recherches que nous menons à La Réunion, il y a deux intérêts à prélever et à étudier des charbons. D'une part, il est possible par l'observation au microscope d'identifier ces charbons et d'obtenir l'image du couvert végétal d'un lieu à un moment donné. D'autre part, ces mêmes charbons peuvent être datés par la méthode du carbone 14. Cela permet de placer dans une chronologie une végétation passée, ainsi que les éventuelles structures anthropiques dans lesquelles on les récolte. Afin de tester la méthode, nous avons effectué 2 prélèvements dans la savane de la Saline, à proximité de la ravine des Trois Bassins. Nous avons été, pour ces prélèvements, aidés par des habitants du quartier de Bellevue, qui nous ont indiqué notamment des structures en lien avec l'élevage. Donc, le premier prélèvement a été effectué sous le mur d'un grand parc à bœufs. On sait que ce parc est ancien, il est présent sur les photographies aériennes de 1950 et potentiellement peut remonter au XVIIIe siècle. Une datation au carbone 14 est en cours sur un des charbons récoltés dans le paléosol qui était situé sous un gros bloc en place que l'on a soulevé et déplacé pour récolter donc des charbons. Nous avons également prélevé des charbons dans le foyer central d'un ancien boucan qui a dû servir d'abri pour les éleveurs et qui est relié à ce parc à bœufs. Les charbons sont en cours de détermination. Il s'agit là de premiers tests qui doivent nous permettre d'évaluer le potentiel de l'analyse anthracologique à La Réunion et de voir ou de considérer sa possible contribution à l'histoire de l'environnement de l'île, que l'on sait encore balbutiante.
Pour les époques les plus récentes, on peut se référer aux témoignages littéraires et aux anciennes images qui donnent un aperçu de ce que pouvaient être les savanes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XXe siècle. Il s'agit en effet d'interroger les savoirs géographiques dans une perspective d'archéologie spatiale pour identifier les moments et les traces de l'invention, de la fabrication, ou plus simplement de l'apparition de l'objet savane à La Réunion, et de suivre également les péripéties de son évolution. Pour faire simple et bref, ces savoirs géographiques, qui ne sont pas tous des savoirs savants, peuvent être arbitrairement distingués en fonction de leur formulation. On aura ainsi les textes constitués par les récits de voyage, les descriptions de séjour, les correspondances de résidents, les rapports administratifs, les comptes rendus de missions scientifiques, bref, un panel extrêmement large. En deuxième lieu, on aurait les cartes. Alors, le corpus cartographique et celui des plans de La Réunion sont des corpus extrêmement riches et là encore non dénués d'intérêt. Enfin, en troisième élément, les images que l'on peut consensuellement accepter de distribuer entre les dessins, les tableaux et les photographies. Alors ces dernières étant conservées dans des fonds locaux et parfois extérieurs, relativement nombreux et mis à jour assez récemment pour certains. Il y a là encore une ressource iconographique d'un très grand intérêt, non seulement, je dirais, dans une perspective épistémologique des discours de la géographie, mais également, donc, plus concrètement, sur le sujet qui nous préoccupe, celui. L'idée fondamentale, c'est bien entendu d'avoir ces images sur un avant, sur un aujourd'hui, pour se projeter peut-être sur un futur, c'est-à-dire qu'elle offre une forme de médiation et de réflexion sur, au fond, qu'est-ce qu'on veut faire de ces savanes et qu'est-ce qu'elles peuvent devenir dans l'avenir. Donc l'image et ces montages entre des périodes différentes sont souvent des éléments de médiatisation très accessibles, parfois un peu faciles à mettre en œuvre, il faut s'en méfier, mais qui constituent des éléments de réflexion pour envisager de nouvelles pratiques, de nouvelles fonctions et surtout déterminer ce que l'on veut réellement faire de ces savanes de l'Ouest. Toutes ces démarches permettent de dégager un scénario historique qui montre les différentes facettes des savanes au fil du temps. Allons la descente de la vie. 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 Allons la descente de la vie.